Voilà, comme promis, nous allons maintenant accueillir la blogueuse Nassima Francis. Merci d'être avec nous. Nassima, on a parlé tout à l'heure, hein, quand on a présenté l'émission, que philosophie, nourriture n'avaient peut-être pas grand-chose en commun, mais en tout cas, vous avez réussi à mélanger ces deux choses essentielles dans votre vie, dans votre blog. C'est un blog de savoir-vivre finalement, c'est ça? Exactement, c'est des passions très diverses que j'avais, la philosophie, la psychologie, la cuisine, le cinéma, la musique, toutes ces passions qui n'ont pas trop en commun a priori, mais j'ai senti que non, ils avaient un point en commun, c'est que toutes ces matières, finalement, elles poussent l'être humain à vouloir mieux vivre et à savoir vivre, et à savoir bien manger, à savoir apprécier la vie. Donc de là est née l'idée finalement du blog qui s'appelle Food for Thought, donc dans une traduction française, ça donnerait tout ce qui est matière à réflexion. Oui. Est-ce que ce sujet de savoir-vivre, le savoir-faire, cette philosophie, est-ce que les Égyptiens l'ont? Ou est-ce qu'on est vraiment différent voilà, des populations occidentales qui, eux, poussent la réflexion un petit peu plus loin? L'idée du blog, justement, c'était, je ne savais pas trop qui va le lire et si ça va trouver son public, mais c'est quelque chose que j'ai senti que je voulais exprimer. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai senti que non, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent mieux vivre, qui veulent apprendre à vivre, s'ils ne savent pas déjà comment. Et je pense qu'on apprend, c'est-à-dire que je ne suis ni une experte en philosophie, ni en psychologie, ni dans la cuisine, mais j'aime beaucoup lire sur ces sujets et j'aime tout ce qui a trait au développement personnel. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que justement, les gens qui lisent ce blog ont cette présence à vouloir mieux vivre, à vouloir apprendre. Donc, on partage ces mêmes passions. Et je pense que non, on a tous cette tendance. Sauf qu'on a besoin de trouver quelqu'un ou de trouver quelque chose qui nous pousse à mieux apprendre. Quand on pense justement à tous ces... à la nourriture, à comment vivre, comment bien vivre, on pense tout de suite à un philosophe, c'est Épicure. Bien Alors, est-ce que votre blog est un blog épicurien? Un petit peu, c'est vrai que ça m'a beaucoup... Sa philosophie m'a beaucoup influencé dans la façon de voir les choses et c'est d'ailleurs parce que j'ai tellement aimé la philosophie donc, au lycée que j'ai voulu faire un peu un blog qui parle de cette philosophie. Mais c'est vrai que c'est une façon de voir les choses différemment, de vouloir apprécier la vie encore plus. Et justement, ce n'est pas un blog ordinaire dans le sens ou dans la mesure où ce n'est pas un blog qui parle d'une seule matière, que ce soit la philosophie ou la cuisine. C'est un blog où j'y mets tout ce que j'aime, tout ce qui me pousse à réfléchir. Et finalement, c'est vrai que c'est beaucoup influencé par cette philosophie, par la façon d'apprécier les choses. Et j'espère aussi que les gens qui lisent ce blog sentiront le même sentiment que j'ai lors de l'écriture des posts et des blogs. Ouais, mais justement, ce côté épicurien, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression tellement que les Égyptiens l'ont. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit comment est-ce que la nourriture, comment est-ce que l'art culinaire est un art, justement, l'art culinaire, d'ailleurs, c'est dans les pays comme la France, par exemple, où... on aime bien mélanger les choses. On a l'impression que ici, finalement, peut-être que la quantité prime sur la qualité. Est-ce que les Égyptiens sont vraiment comme ça ou pas? C'est l'impression que j'avais au départ, mais ce qu'on a fait justement quand j'ai créé ce blog, j'ai eu donc un appel d'une jeune fille, Amira Gob, qui est une fille passionnée aussi par la cuisine, par tout ce qui a à voir avec tous les arts en réalité. Et on a essayé de rendre cette page dynamique. Et en essayant de rendre cette page dynamique, on a dit pourquoi pas remonter un peu en arrière et voir la cuisine qui était présentée lors du roi Farouk. Oui. Et on a eu la chance exceptionnelle qui n'est pas publiée. Elle a une copie donc très rare de ce livre qui présente la cuisine présentée par les chefs du roi Farouk. Et quand vous regardez ce livre et quand vous regardez les recettes et comment les choses sont présentées, et là, non, c'est un vrai art culinaire. Et non seulement donc, ils étaient les maîtres de la cuisine égyptienne, mais aussi donc, les maîtres de la cuisine internationale. Je veux dire, vous trouvez des plats européens, des plats américains, des plats égyptiens, de tout. Et la façon dont ils appréciaient les choses et la façon dont les recettes sont décrites, non, vous voyez que l'art était là, l'art était présent. Ouais. Mais on a tous été un peu, je veux dire, les générations qui suivies ont été un peu dépassées par le temps, par la rapidité, par tout ce qui est vite. Donc on apprécie moins
les choses. Mais l'art culinaire était là. Et l'idée justement de ce blog, c'est de réveiller ce sens qu'on a tous, mais que bien sûr on perd avec toutes nos préoccupations, la rapidité de la vie, je veux dire. C'est vrai qu'il y a la rapidité et le déclin aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a plus... je ne sais pas si c'est commun à l'Égypte, mais le fait de recevoir quelqu'un, l'art de la table en lui-même est très important en Europe, alors qu'ici, voilà, c'est pas vraiment ça qui prime. Est-ce que vous essayez aussi justement d'indiquer aux gens que c'est très important, voilà, qu'il y a aussi toute une présentation, que cela peut rendre les choses beaucoup plus agréables? C'est vrai, vous avez tout à fait raison dans ce point. Comme je ne suis pas expert dans la matière, donc je ne peux pas me poser dans la place de donner des leçons dans la présentation de table. Mais ce que j'essaye de faire, c'est qu'on essaye de donner des conseils pratiques sur comment présenter la table, comment faire en sorte que la recette que vous faites soit efficace, qu'elle soit réussite, comment accueillir les gens chez vous, sans que ce soit des leçons à suivre, mais plutôt des petits conseils. Petits conseils. Et c'est ce qu'on essaye de faire de façon quotidienne. Je veux dire, chaque jour, sur le blog, vous allez trouver donc des conseils différents. On a donc le lundi, par exemple, c'est Majestic Monday, c'est le lundi royal où on présente une des recettes donc, du livre dans lequel c'est des recettes exclusives. Donc vous voyez un peu comment les Égyptiens vivaient, comment le roi mangeait. Le mardi, vous avez des conseils pratiques sur la présentation de la table, sur les plats, comment faire en sorte de présenter quelque chose d'efficace. Mercredi, c'est là que j'écris l'article qui fait justement les analogies et les correspondances entre la nourriture et la philosophie. Jeudi, vous allez trouver des remèdes naturels avec les aliments qu'on a de tous les jours. Donc oui, on essaye de faire en sorte que conseils pratiques, des conseils pas trop compliqués, de sorte que n'importe qui lit le blog peut se dire mais pourquoi pas, c'est facile à faire, oui, ça peut être réussi. C'est mieux d'accueillir les gens de telle façon que de la façon quotidienne dans laquelle ils accueillent les gens naturellement. Vous avez parlé tout à l'heure de ce livre sur le roi Farouk. Alors, c'est vrai que vous essayez aussi d'expliquer dans votre blog la petite histoire de certains plats ou de quelques... moi, je suis un passionné d'histoire, donc je me souviens surtout, par exemple, de cette histoire d'un cuisinier qui s'appelait Vatel, qui était le cuisinier de Louis XIV, qui a fait un énorme repas et qui a oublié je ne sais plus quoi, et qui s'est suicidé par conscience professionnelle. Mais c'est vrai que... je donne des exemples un peu plus positifs, parce que c'est vrai que si on commet une erreur et qu'on décide de se suicider, c'est pas très prometteur. Ça peut aussi nous ouvrir sur la conscience professionnelle qu'on peut avoir. Bien sûr, sur ce point, c'est tout à fait admirable. Voilà. Citez-nous comme ça quelques petites anecdotes, par exemple. Justement, j'aime bien que le fait que vous avez donc mentionné ces exemples. Dans l'histoire de la cuisine, on trouve beaucoup d'exemples qui inspirent. Et j'ai choisi des exemples un peu plus positifs, donc pas de suicide dans mes articles. Mais justement, on a par exemple l'histoire de la tarte tatin, donc la tarte aux pommes très célèbre. Donc c'est la découverte finalement de cette tarte tatin, c'était par pur accident. Les sœurs Tatin, qui tenaient donc un hôtel à leur nom, avaient l'habitude de présenter une tarte aux pommes donc à tous leurs clients lors du déjeuner. Et Stéphanie Tatin, une des sœurs, donc, qui était vraiment prise par l'action des choses et a été donc assez étourdie et a oublié de mettre la pâte de la tarte dans le moule. Et s'est rendu compte que les pommes étaient dans le moule sans la pâte. Et donc ce qu'elle a décidé de faire, c'est qu'elle a décidé de couvrir les pommes avec la pâte, mais c'était trop tard. Mais elle s'est rendue compte que les pommes s'étaient caramélisées. Donc elle a décidé de sortir la tarte donc, de cette façon, en disant que c'est une nouvelle façon de présenter leur tarte. Et la tarte donc, a été très appréciée, elle est célèbre jusqu'à aujourd'hui, elle porte leur nom. Mais ce qu'il faut voir au-delà de l'anecdote, c'est que le fait qu'elle a su gérer l'erreur professionnelle qu'elle avait faite de cette façon, et qu'elle était assez donc courageuse pour présenter la tarte dans sa nouvelle forme qui pouvait être donc terrible, mais elle a décidé donc d'être assez courageuse et de la présenter ainsi. Ça peut inspirer les individus donc comme nous dans nos vies professionnelles et dans nos vies donc privées, que lorsqu'on commet une erreur, non, ce n'est pas la fin du monde, on peut toujours apprendre, on peut toujours améliorer, et certaines erreurs donnent lieu à des créations sublimes, comme la tarte tatin. Et vous trouvez beaucoup d'exemples. Il y a aussi l'exemple donc de la pâte à tartiner. La pâte à tartiner est née donc de circonstances économiques très difficiles. On était dans la guerre mondiale, il n'avait pas assez de fèves de cacao, et donc Monsieur Pietro Ferrero, qui vit en Italie, dans la région du Piémont, donc il devait trouver une solution puisque son entreprise allait tomber en faillite.
Et il s'est rendu compte qu'il pouvait utiliser donc les noisettes qui étaient fameuses dans cette région et les mélanger avec un peu de fève de cacao, celle qu'il avait en sa disposition. Et de là est né donc tout d'abord le pain dur au chocolat, donc on coupait, on mettait dans les sandwichs, puis ensuite donc la pâte à tartiner qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette création est née d'une adversité énorme, comme la guerre, comme la crise économique. Et jusqu'aujourd'hui, donc on passe par des moments difficiles, que ce soit donc au niveau global, régional et tout, mais aussi également dans nos vies, on a certaines adversités. Et tout ce qui fait la différence entre ceux qui échouent dans leur vie et ceux qui arrivent à réussir, c'est la façon dont ils gèrent ces moments difficiles. Et donc, au-delà de la pâte à tartiner, il y a cette persévérance, cette façon d'affronter les moments difficiles, que vous trouvez aussi dans beaucoup de recettes. Je pense également au crumble, qui a été créé par les Britanniques, aussi lors de la guerre mondiale. Donc, le crumble, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'avaient pas assez, donc il y avait un problème de rationnement, ils n'avaient pas assez d'ingrédients, pas suffisamment de farine, de beurre, de sucre pour faire les tartes qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc au lieu de laisser tomber et de dire oh, c'est fini, on ne va plus manger de tartes, autant ne pas faire de pâtisserie, ils ont décidé au contraire de créer un dessert à base de fruits, couvert par une pâte imparfaite, certes, qui ressemble à des miettes, d'où l'idée, d'où le nom de crumble. Et ce qu'il faut apprendre, c'est que de leur situation imparfaite, et de ce dessert imparfait, ils ont su créer un dessert sublime quand même. Et jusqu'à maintenant, alors qu'on a assez de farine, de sucre et de beurre pour faire des tartes, on continue à faire le crumble. Et il y a une certaine beauté dans l'imperfection. Et donc, le blog est rempli d'articles qui font justement ces analogies entre la vie, entre des questions philosophiques et la philosophie derrière certaines recettes et certains aliments. Alors, il y a aussi des recettes égyptiennes qui sont présentes. Est-ce que voilà, et sur certains plats égyptiens, est-ce qu'on a aussi cette erreur, enfin ces erreurs qui ont poussé justement à la création de certains plats? Mais bien sûr, mais ce qu'on aime faire justement, c'est que chaque jour, on présente le plat du jour. Et avec le plat du jour, vous allez toujours trouver une anecdote de la création de ce plat. Et parmi ces plats, bien sûr, il y a donc, vous allez trouver donc des plats comme le koshari et d'autres plats. Donc, justement, le premier qui a dit on mélange des pâtes, du riz, des lentilles, ils ont dû prendre pour un fou, je pense. Mais oui, mais on le mange jusqu'à maintenant, donc d'où l'idée quelquefois d'avoir des idées assez originales, assez bizarres, et ça peut réussir. Et puis au contraire, c'est un plat végétarien qui est adoré par les végétariens, donc au contraire. Il y a toujours, je veux dire, il faut voir la nourriture au-delà de ce qu'elle représente en tant qu'aliment qu'on mange et voir que non, il y a un élément spirituel, un élément philosophique. Et justement, toutes ces recettes ne sont pas nées par hasard. Il y a toujours une histoire qui a déclenché que voilà, ces recettes sont nées. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ce blog, justement, ces analogies, ces correspondances entre la nourriture et la vie. La gastronomie est souvent associée à la civilisation. C'est-à-dire que quand on voit par exemple les pays qui ont une vraie cuisine, une vraie histoire gastronomique, on a la Chine, on a l'Inde, on a le Japon bien sûr, du côté asiatique, on a tout le Proche-Orient, on a la Grèce, on a la France. L'Angleterre, c'est le seul pays qui est sorti un petit peu du lot, mais sinon c'est vrai qu'il y a toujours une association entre histoire, civilisation et gastronomie. Est-ce que il y a une gastronomie égyptienne? Est-ce qu'il y a une cuisine égyptienne? Il y a une cuisine égyptienne, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous vous concentrez sur la cuisine égyptienne, vous allez trouver qu'on utilise beaucoup les légumes. Et c'est assez proche, par exemple, de la cuisine indienne, qui, elle aussi, est concentrée sur les légumes. Pourquoi? Parce que bon, pour les Indiens, les légumes sont beaucoup moins chers que tout ce qui est aliments gras. Et donc, on voit aussi la créativité des cuisiniers et des civilisations. C'est-à-dire que les Égyptiens sont parmi les populations qui utilisent énormément les légumes dans différentes formes. Donc, vous allez trouver toutes sortes de légumes. Les Indiens aussi. Et on voit que, par exemple, au contraire, les Français ont plutôt tendance à utiliser le beurre, la crème, le fromage. Et c'est intéressant parce que ça montre aussi pourquoi ils utilisent certains ingrédients. Donc pour les Égyptiens, par exemple, les légumes sont importants parce que c'est pas très cher. Tout le monde peut les faire. On aime beaucoup la sauce tomate. On la met
dans quasiment tous nos plats. Ouais. Et par contre, donc, vous allez trouver les Français plutôt avec la crème, le beurre, les Indiens, les épices, les Italiens, donc le fromage, les produits frais, le lait, donc les herbes et tout ça. Donc, c'est intéressant de voir que chaque cuisine, dans chaque cuisine, les choix qu'on fait ont beaucoup à voir avec la population qui vit et leur capacité donc, à acheter et avec ce qu'on produit aussi. Voilà, donc, non, on a bien sûr, on a une cuisine. Le torli, c'est quand même. Le torli. On a l'équivalent français, la ratatouille. Exactement. Vous allez aussi trouver ces équivalents dans chaque cuisine. On a des plats qui sont assez similaires alors qu'ils sont nés de circonstances totalement différentes. Ils n'ont pas le même goût aussi. Ils n'ont pas le même goût, mais c'est la même idée. C'est la même idée, il y a beaucoup de créativité. Je crois que c'est l'endroit. Il y a aussi beaucoup de fusion maintenant. Vous trouvez dans certaines cuisines qui inspirent d'autres. Et c'est intéressant de voir ces fusions et le produit qu'elles donnent au final. Alors, quand on est seul dans sa cuisine, on crée, mais on a l'impression qu'il y a un phénomène de mode aujourd'hui dans le monde, que la cuisine est devenue très importante. Il y a énormément d'émissions qui sont consacrées à la cuisine, il y a des chaînes de télévision spécialisées, et ce phénomène a touché aussi l'Égypte, avec des recettes que l'on voit. Est-ce que, là aussi, c'est une sorte d'ouverture d'esprit? Est-ce qu'aujourd'hui, les Égyptiens essayent de se renseigner un petit peu plus sur la cuisine du monde? Autrefois, par exemple, on n'avait pas autant de restaurants. On n'avait pas autant accès, justement, à tout ce qui est asiatique, japonais. Par exemple, aujourd'hui, si on ne mange pas de sushi quand on est égyptien, on n'est pas à la mode. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit des Égyptiens? Je pense que c'est l'ouverture bien sûr grâce à Internet. On a accès à tout, on a accès aux émissions donc, qui sont présentées sur la cuisine, accès à différentes cuisines. Vous trouvez ici maintenant en Égypte donc, des restaurants de toutes spécialités. Et ça fait bizarre bien sûr par exemple que les Égyptiens mangent et aiment autant par exemple le sushi. Donc voilà, mais en même temps, c'est parce que, et c'est grâce à Internet qu'on a accès finalement à ces nouvelles cuisines, à ce qui se passe à l'extérieur, et c'est grâce à Internet aussi que vous avez tellement de personnes qui sont passionnées par la cuisine, et il y a des blogs chaque jour qui portent sur la cuisine, donc, et on voit que non, c'est une véritable passion qu'ont les gens de découvrir ce qui se passe à l'extérieur et d'essayer d'appliquer eux-mêmes, et ça fait plaisir de voir par exemple des Égyptiennes qui s'intéressent à la façon dont est faite par exemple certaines tartes ou certaines pâtisseries et qu'elles essayent de le recréer sur un blog qui est destiné à des Égyptiens. Je trouve ça vraiment intéressant. Et au contraire, je suis pour l'ouverture. C'est vrai que là, on est quand même inondé par tellement de magazines, de chaînes, de blogs, mais il y a une place pour tout le monde, je pense. Donc, Nassima, vous avez parlé que, tout à l'heure, vous avez dit que votre blog parle de la nourriture, mais également d'autres choses. En fait, c'est le lien peut-être entre la nourriture et les autres choses. Alors, est-ce que, par exemple, quand on est dans un mood particulier, il y a des choses particulières à manger ou pas? Quand on est triste, est-ce qu'il vaut mieux manger quelque chose? Quand on est gai, quand on a envie d'écouter de la musique, est-ce qu'il y a des plats qui sont associés comme ça? C'est clair qu'il y a des plats qui boostent le moral, si vous voulez. Par exemple, le chocolat, donc l'avocat. Il y a beaucoup d'aliments. Et justement, dans un des articles que j'avais écrit, c'était justement sur l'importance du chocolat. Et on voit toujours le chocolat comme quelque chose qui fait grossir, comme quelque chose de néfaste. Comme par exemple, on voit aussi le fait d'être furieux comme un sentiment négatif. Et j'avais fait le lien en disant que le cacao, il a été à l'origine, donc quand il a été créé, on regardait cet ingrédient comme un ingrédient divin, comme quelque chose qui était finalement destiné seulement à la noblesse, aux hommes. Les femmes étaient interdites de cacao et les enfants aussi, tellement l'effet du cacao était important. Mais si on remonte à l'histoire du cacao, on voit que c'était aussi utilisé comme un remède pour le stress, un remède pour toute personne en détresse. Donc, on voit finalement que, que ces ingrédients ont des pouvoirs considérables. Donc, et il faut voir par exemple le lien aussi entre, on parlait du sentiment d'être furieux, que c'était un sentiment néfaste, et au contraire je disais comme le chocolat on a tendance à voir que c'est quelque chose de négatif, ça peut être quelque chose de positif, et le sentiment donc de frustration ou d'énervement peut être un sentiment positif si on arrive à le transformer en quelque chose de productif. C'est-à-dire que toutes les révolutions, tout événement important qui a eu lieu dans l'histoire de tous les pays et dans nos histoires personnelles, il y a eu un élément déclenchateur. Et cet élément, il n'aurait pas pu finalement atterrir si on n'avait pas eu cette révolte intérieure à vouloir créer quelque chose. Et donc, le chocolat
et quelque chose qui peut être positif, qui peut booster le moral et qui peut ne pas faire grossir si on en mange en modération, comme par exemple le sentiment également donc, de fureur ou de sentiment donc, qu'on veut dégager. Et c'est important donc de savoir aussi comment gérer ce sentiment particulier et comment apprécier le chocolat en modération. D'accord. Voilà, il y a des aliments qui sont bons voilà, à manger. Comme Nabil le disait, par exemple, si on est triste ou si on est heureux. Il y a aussi certains légumes et fruits que l'on peut utiliser pour d'autres choses, pas spécialement en alimentation. Je sais que vous donnez aussi mais justement, des chaque conseils jeudi, on fait en sorte de donner des remèdes naturels à partir d'aliments que vous avez, c'est-à-dire par exemple le citron, le miel, le lait, toutes les utilisations que vous pouvez faire avec des aliments que vous avez. Un petit peu les remèdes de grand-mère, en fait. C'est des remèdes de grand-mère, tout à fait. Et je trouve que c'est important parce qu'on oublie. On est tellement absorbé par les médicaments qu'on a facilement qu'on oublie par exemple que par exemple quand vous avez de la toux, le miel, certaines herbes, le gingembre et tout ça peuvent. C'est naturel et c'est pas cher. Et vous trouvez ça aussi pour faire briller vos ongles, les aliments. Donc vous allez trouver un peu des remèdes de grand-mère dans tout ce qui concerne la santé, la beauté et le moral. Mais il y a par exemple, dernièrement j'avais lu un article sur des aliments qui pouvaient, peut-être pas guérir évidemment, parce qu'on va pas rentrer, mais prévenir de maladies comme le cancer, des choses comme ça. On a justement cette tendance à voir les superfoods, ils parlent donc de superfoods ou les aliments qui sont assez puissants pour combattre certaines maladies. Bien sûr, donc vous allez avoir des personnes et des études qui partagent ce point de vue, d'autres qui vont dire non mais c'est un peu exagéré, les aliments ne peuvent pas faire ce genre de miracle, mais c'est vrai qu'on a une tendance aujourd'hui maintenant à voir aussi dans nos cuisines, donc une grande importance par exemple à des aliments comme le saumon, comme l'avocat, comme le quinoa qui est donc utilisé maintenant quasiment dans toutes les salades, et ce sont des aliments qu'auparavant peut-être on ne mangeait pas autant, mais aujourd'hui donc on peut croire qu'ils ont un certain pouvoir. Je ne sais pas si donc ils vont guérir les personnes malades, mais je sais que par exemple les personnes qui sont atteintes d'un cancer, on leur présente un certain programme, pas un régime alimentaire en tant de sorte, mais des aliments à manger, des aliments à manger plus en tendance. Donc, les flocons d'avoine, le curcuma par exemple. Le curcuma, oui, exactement. Malheureusement, on arrive à la fin, c'est passionnant, vraiment. Merci. On va aller, vous dites-nous le nom du blog encore un petit peu, comment on peut le trouver. Food for Thought by Nassima. Et donc vous pouvez trouver la page sur Facebook, et donc il y a la page du blog où il y a les articles, et chaque jour vous allez trouver quelque chose donc de différent, et une citation chaque jour pour commencer la journée en positivité. Très bien, merci beaucoup en tout cas Nassima. Voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez faire un tour sur internet et vous ressentirez ce bien-être et ce savoir merci. C'est le réalisateur qui nous dit qu'il faut qu'on... Exactement. En tout cas, merci beaucoup Nassima d'avoir été avec nous ce matin. Cette édition de Bonjour l'Égypte, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 10h30, heure locale du Caire, avec une nouvelle équipe. Excellente journée à tous et à toutes. Au revoir.